Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous parle de mes 4 dernières lectures. J'ai lu 4 autrices de 4 pays différents que je n'avais jamais lu auparavant, donc ça a été des totales découvertes. Et de très bonnes découvertes pour la plupart, à part un roman que j'ai moins aimé. Alors le premier livre dont je voulais vous parler, c'est À la recherche de Marie de Madeleine Bourdoux. Madeleine Bourdoux, c'est une autrice belge du XXe siècle que j'ai découverte grâce à Antastasia qui en avait parlé avec un autre de ses livres. À la recherche de Marie, c'est un court roman qui est apparu en 1943 et que j'ai absolument adoré. Ça fera certainement partie de mes meilleures lectures de cette année. Je m'attendais pas à aimer autant. C'est très court, ça se lit presque d'une traite, donc vraiment, je vous recommande chaudement. L'histoire se présente comme celle de Marie, qui est une femme d'une trentaine d'années, qui est professeure et qui est mariée depuis 6 ans à Jean. C'est un mariage qui est heureux, le couple est aimant, tendre, solide. Ils sont justement vus par toutes les personnes autour d'eux comme un petit peu le couple infaillible. Et Marie, un jour, alors qu'elle est en vacances avec Jean, va faire la rencontre d'un jeune étudiant de 19 ans qui va la séduire et ça va changer pas mal de choses pour elle. Alors dit comme ça, on pourrait croire, et c'est ce que j'ai cru au départ, que c'est une histoire sur une passion amoureuse, un adultère, avec une différence d'âge, que pour une fois c'est la femme qui est plus âgée. Mais c'est pas du tout le sujet, enfin c'est pas du tout... Ça fait partie de l'histoire, mais non, c'est pas le propos et le sujet du livre. Et j'ai été assez étonnée de voir qu'on partait sur autre chose, et du coup le titre fait sens, sachant que ce livre a été publié à l'origine sous un autre titre qui faisait plutôt référence justement à cette rencontre et à cet amour entre Marie et ce jeune homme. Et voilà, je trouve que c'est bien d'avoir changé le titre parce que c'est beaucoup plus fidèle au propos du livre. Finalement, c'est l'histoire de Marie qui, bien qu'elle soit heureuse dans son couple et qu'elle aime son mari, se rend compte qu'au fil des années, elle s'est un petit peu dissoute dans le couple qu'elle a construit, qu'elle a fait grandir, qu'elle a développé et qu'elle a sauvegardé. Et jusqu'à peut-être se perdre elle-même, et donc c'est le récit de Marie qui va se retrouver elle-même, qui va pour une fois faire quelque chose d'égoïste pour son propre bonheur. Et donc finalement ce jeune homme il représente plutôt le monde des possibles en dehors du couple et cette possibilité de retrouver un moment de liberté. Marie, c'est un personnage qui est actif, qui prend des décisions, qui agit. C'est un personnage aussi qu'on ne présente pas du tout dans des tourments entre qui n'est pas du tout dans une ambivalence, qui n'est pas dans la culpabilité, dans le remords. Au contraire, c'est un récit assez lumineux, assez positif, assez optimiste sur la question de l'amour. Alors de quel amour on parle et comment on le vit. Donc ça j'ai apprécié, on n'est pas du tout sur quelque chose de lourd. J'ai adoré l'écriture que j'ai trouvée incroyable. C'est une écriture qui est très métaphorique et en même temps elle est précise et exhaustive. Il y a une finesse dans la façon dont est présentée l'intériorité de Marie. Il y avait des très très beaux passages, surtout la fin, c'est que j'ai trouvé incroyable, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est court, je vous recommande et je relirai Madeleine Bourdoux, c'est sûr. Ensuite j'ai lu un classique de la littérature anglophone, j'ai lu Good Morning Midnight de Jean Rhys, qui est un livre qui a été publié en 1939. Jean Rhys, là pareil, c'est une autrice que j'avais envie de lire depuis longtemps, j'étais assez persuadée d'aimer ce roman, mais malheureusement j'ai pas aimé, c'est pas un livre pour moi. On y suit une Anglaise qui a sombré dans la dépression et l'alcool suite à une rupture et elle va retourner à Paris où elle a vécu pendant plusieurs années, où elle a notamment vécu cet amour qui n'est plus. Donc bon, on passera sur le fait que c'est une brillante idée déjà de retourner dans cette ville, mais soit. Et donc forcément, elle va déambuler dans Paris où tout lui rappelle cet amour. Et donc on va la suivre se souvenir, on va la suivre boire, on va la suivre dans Paris, on va la suivre faire des rencontres. C'est un récit à la première personne qui est construit un petit peu comme un flot de pensée. C'est assez brumeux, c'est assez flottant. Il y a plusieurs choses qui se mélangent, comme je disais, les souvenirs, le présent, le passé, les dialogues, les rencontres, l'état d'esprit de la personnage. Et on la voit être assez indifférente au monde, de la même manière que j'étais assez indifférente au récit du coup. Les émotions sont anesthésiées dans le récit, comme la personnage est anesthésiée par l'alcool aussi. Donc voilà, il y a des choses qui étaient bien faites en termes de construction, de style, mais enfin de style, même pas, parce que moi je trouve que le style était assez dénudé justement, il y avait quelque chose de très contemporain qui moi ne me plaît pas, parce que voilà, c'est vraiment un style très dénudé, et voilà, je me suis assez ennuyée. Ça m'a fait penser, alors c'est le même type d'histoire que Laissez-moi de Marcel Sauvageau que j'ai lu cette année aussi, que j'ai beaucoup plus aimé. Déjà j'ai préféré l'écriture de Marcel Sauvageau qui est bien meilleure selon moi. Là dans Good Morning Midnight, c'est pas le type de récit qui moi me touche, donc voilà, je suis passée à côté. Maintenant ça reste un très grand classique de la littérature anglophone du XXe, donc allez-y, il reste apprécié.
Moi, ce type d'histoire, ça me passe un petit peu au-dessus, et si en plus le style ne me plaît pas, bon, voilà, je me suis un peu ennuyée. Heureusement, le récit est court, donc je l'ai terminé, mais honnêtement, sinon je pense que je l'aurais abandonné, donc voilà, ça n'a pas fonctionné malheureusement. Alors là, par contre, je vais vous parler d'un livre que j'ai absolument adoré, qui était génial, qui fait partie de mes meilleures lectures de cette année, que je vous recommande à 1000%, qui était incroyable. C'est La Maison aux Esprits d'Isabelle Allende, que j'ai lu dans le cadre du club de lecture Antastasia, et je la remercie parce que je pense que sans ça, je ne l'aurais pas sorti de sitôt de ma bibliothèque. Ça fait des années que ce livre il est dans ma bibliothèque et j'ai failli m'en débarrasser plusieurs fois parce que j'avais beaucoup d'a priori négatifs sur ce livre. Je sais pas pourquoi, c'était pas forcément fondé, mais je doutais fortement du fait que j'allais apprécier ce livre. Bah, j'ai eu bien tort parce que c'était incroyable. La Maison aux Esprits, vous connaissez certainement parce que ça reste quand même un grand classique de la littérature mondiale, même s'il n'est pas suffisamment lu et étudié. C'est une saga familiale chilienne et féminine, puisqu'on se situe surtout du point de vue des femmes de cette famille, avec des éléments de réalisme magique. J'ai trouvé que c'était absolument incroyable, parce qu'un des plus grands exploits de l'autrice dans ce roman, c'est d'avoir réussi à la fois à nous faire ressentir cette dimension de saga familiale, de prendre de la hauteur, de nous raconter sur plusieurs générations l'histoire de cette famille chilienne, et en même temps d'avoir réussi à construire et à nous faire prendre part dans la trajectoire, l'évolution, le caractère de chaque individualité, de chaque membre de cette famille. Donc voilà, les deux ont été extrêmement bien faits. L'écriture est fluide, naturelle, on a l'impression qu'une frise chronologique se déroule devant nous naturellement, et en même temps c'est dense, c'est complexe. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et montrées dans ce récit, surtout montrées, puisque Isabelle Allende, elle sait écrire, donc elle montre les choses plutôt que de les dire, et ça c'est vraiment appréciable, et ça fait vraiment aussi la qualité du récit. On nous parle de ces destins de famille. Il y a des questions féministes, il y a des questions raciales, il y a des questions de politique, de communisme, il y a beaucoup de choses dans ce livre auquel je m'attendais pas du tout. Je pensais pas qu'il y aurait autant de sujets abordés, et abordés de cette façon-là. Il y a quand même des scènes aussi choquantes auxquelles je m'attendais pas non plus. Le réalisme magique, qui est pas forcément quelque chose que j'apprécie en général dans mes lectures, là était extrêmement bien amené. C'est très bien intégré au récit, et c'est presque, selon vos croyances, pas tout à fait finalement de la magie, ou c'est même plutôt quelque chose qui fait effectivement partie de notre monde. Donc voilà, je trouvais que en tout cas pour moi c'était bien intégré dans le texte, et c'était pas trop, c'était bien dosé, et ça faisait sens. Enfin voilà, je pourrais parler longtemps de ce livre. Honnêtement, je n'ai trouvé aucun défaut. Le style est incroyable, les personnages sont incroyables, les propos sont très bien, enfin sont importants, sont bien amenés, sont bien faits. Tout est bien, tout, et même le côté vraiment divertissant et de plaisir de lecture est clairement là. Enfin, vraiment lisez La Maison aux Esprits. Si comme moi vous avez des a priori négatifs, balayez-les et essayez, parce que vraiment c'était une excellente lecture, j'ai adoré. Donc je relirai Isabelle Allende. J'ai Fille du Destin ou La Fille du Destin dans ma bibliothèque, donc voilà, vraiment j'ai adoré. Et on finit avec une très bonne lecture, c'est un classique de la littérature norvégienne du XXe siècle. Il s'agit de Albert et Jacob de Cora Sandel, qui est apparu en 1926 et que j'ai beaucoup aimé. Là aussi c'est un roman assez court, moins de 300 pages je crois. On y suit le personnage d'Albert qui... Alors on est dans le nord de la Norvège, là où il fait en campagne, donc avec une nature assez hostile, et dans un environnement social plutôt pauvre. On est au début du XXe siècle, on y suit Albert qui est une jeune femme introvertie, laide, et qui vient d'un milieu modeste, et qui a subi toute sa vie, et qui va continuer de subir la morosité du quotidien et la prison de sa condition sociale et de sa condition de femme. Elle va tenter pendant tout le récit d'essayer d'échapper à sa vie, que ce soit par l'éducation, par le travail, par d'autres moyens que je vous laisserai découvrir, mais on se rend vite compte que y a des fatalités qui pèsent sur elle. C'est un récit qui est assez lent et qui peut paraître assez ennuyeux, même si moi je me suis pas ennuyée, mais qui cherche à nous montrer justement toute la morosité du quotidien d'Albert, qui les jours se ressemblent, les destins se répètent, les femmes connaissent à peu près toute la même vie, même destin, les hommes aussi, les choses, voilà, il y a vraiment cette idée de on n'échappe pas à où on est, qui on est, et même les personnages féminins présentés dans le récit, parce qu'on suit Albert, mais il y a d'autres personnages féminins qui nous sont présentés, qui vont être assez différents d'Albert, qui vont au contraire tenter de sortir un peu de ces conventions sociales, qui vont être critiquées, qui vont avoir des vies pas forcément moralement approuvées. Et non, Urus, je garde le chien d'une amie qui veut participer à la vidéo visiblement.
Voilà, même ces femmes-là, on va se rendre compte finalement que elles vont pas forcément non plus réussir à sortir à échapper à leur propre vie. C'est aussi un roman sur les conséquences de l'éducation genrée, puisque le titre c'est bien Albert et Jacob c'est le frère d'Albert qui est plus jeune, et qui lui va avoir la chance d'être un homme et de pouvoir bénéficier d'une éducation... Ah non. De bénéficier d'une éducation... Donc l'éducation, et surtout l'éducation genrée à la maison, la différence dans la façon dont on éduque les filles et dont on éduque les garçons. Jacob, il va avoir lui la possibilité de sortir de sa condition, de sortir de sa vie, de sortir de la maison, ce qui va pas être le cas d'Albert. Donc il y a aussi toute cette thématique qui est abordée dans le livre. Et on voit aussi la façon dont l'éducation genrée que donnent les parents aux enfants influe sur le caractère, qu'on soit un homme ou une femme. Il y a quelques descriptions de l'environnement dans lequel évolue Albert, donc du village et de paysages norvégiens, mais c'est assez restreint dans la mesure où de toute façon on vit l'histoire à travers les yeux d'Albert, qui a un horizon assez peu lointain et qui voit toujours les mêmes choses à travers sa fenêtre, voilà, donc il y a aussi dans les perspectives d'Albert étant assez restreintes, nous aussi en tant que lectrice ou lecteur, les descriptions répondent en fait à la vision d'Albert. Je tente désespérément de finir cette vidéo en toute tranquillité, mais je crois que ça n'arrivera pas. J'ai bien aimé l'écriture, en tout cas la traduction. C'est une écriture qui était assez simple, mais avec quand même des belles images, de belles descriptions, qui montraient plutôt qu'elle ne disait. Donc voilà, c'est une écriture qui n'est pas forcément très singulière, mais qui fait très bien le travail et qui a bien construit le personnage d'Albert. J'ai beaucoup aimé la fin, qui est pas aussi noire qu'on pourrait le penser, puisque là, avec l'histoire que je vous présente, on imagine un destin assez triste et tragique. Alors, triste, oui, mais finalement, voilà, la fin n'est pas aussi sombre et lourde qu'on pourrait le croire, donc voilà. Voilà, donc je vous recommande Albert et Jacob de Cora Sandel, que j'ai bien aimé. Et ça en est fini avec cette vidéo que j'ai eu du mal à finir, parce que Urus m'a interrompu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres et ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, je vais vous laisser ici. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite de faire de très belles lectures.